Bonjour Cédric Riegenbach, vous êtes ingénieur, vous êtes consultant sur les enjeux de stratégie climat. Vous avez pris connaissance comme moi de ce pré-rapport du GIEC. J'ai pris soin de dire qu'il ne s'agissait que d'un pré-rapport. C'est un document qui va être complété, amendé probablement. Enfin, on a quelques grandes lignes. On a malgré tout, et c'est la première question que je voulais vous poser, des climatologues qui ne pensent pas tout à fait la même chose que le GIEC. Il y a notamment celui-ci qui est climatologue au MIT, Massachusetts Institute of Technology, Richard Lindzen, qui dit « Les générations futures, et ce sera ma première question, se demanderont à l'avenir pourquoi en ce début de 21e siècle, le monde développé s'est plongé dans une panique hystérique sur la base d'exagérations grossières. Le changement climatique est-il un vrai danger ? » Oui, je suis étonné que vous preniez l'avis d'une personne qui est un peu minoritaire dans l'ensemble des centaines, si ce n'est des milliers de chercheurs du GIEC. C'est une voix parmi d'autres. Oui, voilà, c'est une voix parmi d'autres. Donc, il y a eu plusieurs générations de réactions par rapport au constat du GIEC. Le GIEC nous dit trois choses. Il y a un réchauffement en cours, il est dû à l'homme, et si on continue comme ça va être catastrophique. Et donc, on a eu une première génération de personnes pour nier ces éléments en disant d'abord, il n'y a pas de réchauffement. Alors, bon, maintenant que ça se voit comme le milieu de la figure, c'est plus tellement tenable. Ensuite, ils ont commencé par dire oui, d'accord, il y a des réchauffements, mais c'est naturel, il y a toujours eu des changements climatiques, et celui-là n'est pas dû à l'homme. Bon, le problème, c'est que là, 1 degré en 100 ans, et puis plusieurs degrés à nouveau en quelques dizaines d'années, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Terre. Donc, bien sûr que si, que c'est bien lié aux émissions. Il y a une corrélation. Il y a une corrélation, si vous voulez. Ça fait 10 000 ans que le climat est stable, ça fait 150 ans qu'on brûle les énergies fossiles, la température se met à augmenter, et en plus de ça, on sait l'expliquer. Donc là-dessus, ça ne tient plus non plus. Et maintenant, on a une troisième génération pour s'opposer à ça qui s'appelle quelquefois des climato-réalistes et qui disent oui, d'accord, ça va réchauffer, il y a un changement en cours, mais arrêtez de nous dire que c'est si catastrophique que ça. On va en parler. Vous allez voir que malheureusement, il y a de quoi s'alarmer. Alors, je reviens à la première citation. Vous êtes arrivé entre-temps. Alors, ce sont les problèmes de circulation à Paris. Mais on a bien précisé, c'était le pré-rapport du GIEC, que autant la vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en créant de nouveaux écosystèmes. C'est ce que dit ce pré-rapport du GIEC. En revanche, l'humanité, elle, ne le peut pas. Et ce que nous dit ce rapport, au fond, c'est qu'il y a une espèce de danger mortel, mortifère en tout cas, qui plane sur, peut-être pas les écosystèmes, mais l'espèce humaine que nous sommes. Oui, c'est important de rappeler qu'on n'est pas en train de parler de la planète ou de la vie sur Terre, on est en train de parler des conditions, des conditions de la vie pour les humains. Et c'est même pas ce qui doit être rangé, c'est même pas une question de survie, c'est une question de vivre correctement, d'avoir un climat stable et d'avoir des conditions pour une préserver. Terre humainement habitable. Humainement habitable, voilà, c'est ça, parce que s'il y a quelques centaines ou milliers d'humains qui sont en mode survie à la fin du siècle pour voir combien de générations ils vont réussir à vivre, c'est pas très glorieux. Donc je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, simplement dans les scénarios du pire, les scénarios où on est dans le haut des émissions, et pour l'instant on est sur cette trajectoire, dans ces scénarios-là, il y a vraiment matière à s'inquiéter pour la survie de plusieurs, une grosse partie de l'humanité. Alors les scientifiques pour avancer des chiffres, ils avancent des chiffres quand ils sont véritablement sûrs d'eux, donc c'est plutôt des fourchettes basses. Mais entre les baisses de rendement agricole que vous avez évoquées juste avant, qui vont s'accentuer à l'avenir, les problèmes de ressources en eau douce, l'impact sur la biodiversité. Aujourd'hui, ce n'est pas le changement climatique qui est le premier impact sur la biodive, mais ça va venir. Ça va finir par devenir plus important que les autres impacts. Tout ça, ça va faire que la vie sur Terre va devenir de plus en plus compliquée pour des millions et même des milliards d'humains. Alors, il y a une idée qui m'a intéressé dans ce que j'ai lu sur ce pré-rapport, c'est l'idée du point de bascule. Est-ce qu'il y a un point de bascule ? Et question de curiosité, c'est de savoir où il est. Alors, le problème de ces points de bascule, c'est que c'est très difficile de les chiffrer précisément. À partir de quelle température on a ce point de bascule et quelle est l'ampleur de ces points de bascule. On le définit. Point de bascule, ça veut dire que c'est irréversible ? C'est ça. C'est le côté irréversible. Alors, sachant qu'une grosse partie du réchauffement climatique actuel est déjà irréversible. C'est-à-dire que si on faisait tout ce qu'on peut, même si on arrêtait tout aujourd'hui, avec l'inertie, on gagne déjà encore un demi-degré. Il y a un effet d'inertie, on gagne déjà un demi-degré. Les émissions, la concentration en CO2 pourrait descendre légèrement si on arrêtait tout de suite. Mais la concentration en CO2, et elle se stabiliserait à un niveau où de toute façon la température se stabilisera pas loin des 2 degrés, ou en tout cas au moins 1,5 degré. Donc il y a déjà un côté irréversible dans ce qui a déjà eu lieu. Mais après, on parle de choses qui sont non seulement irréversibles, mais qui sont avec un effet d'amplification. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences du changement climatique qui elles-mêmes dégagent par exemple des gaz à effet de serre
ou alors elles ont un impact sur la couleur de la terre, comme la banquise qu'ils font par exemple. Et du coup, on a une surface qui est moins blanche et qui absorbe plus la lumière et qui se réchauffe. Et ça a pour effet un emballement, c'est une boucle de rétroaction, ça fait une exponentielle, qui se stabilisera plus tard, évidemment, mais qui devient très dangereux. On perd le contrôle du climat de certaine façon. Dans les chiffres que j'ai retenus, là, il y a cette augmentation moyenne à 2 degrés sur le siècle, avec comme conséquence... Alors, 2 degrés, c'est dans le meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas. Ouais. Mais enfin, c'est cette hypothèse qui est retenue, là, avec une hausse du niveau des mers de 13 mètres. Je pense aux gens qui vivent au bord de la mer. Ça signifie quoi ? Sur l'augmentation du niveau de la mer, il y a des grosses incertitudes. Donc 13 mètres, c'est probablement le haut de la fourchette et il faudra regarder plus précisément les chiffres. 4 mètres. Mais même si c'est 4 mètres, c'est énorme. C'est à ces niveaux-là, c'est énorme. Alors moi, j'ai pas vu ça, donc je n'ai pas encore pris connaissance de tout. Je ne vais pas vous le confirmer. Pour l'instant, ce que j'ai vu, dans des scénarios 2 degrés, on est plutôt sur 1 mètre dans les derniers rapports. C'était les derniers rapports. Le pré-rapport du GIEC le précise. On s'est trompé. C'est ce qu'ils disent. Alors c'est très, très possible. Ouais. Ce qui se passe avec ce genre de prévision, c'est que au fur et à mesure que les scientifiques comprennent mieux les sujets, ils sont capables de donner des chiffres là où ils ne pouvaient pas autrefois. Donc autrefois, qu'est-ce qui se passait jusqu'au dernier rapport du GIEC qui était le 5e. Ouais. Jusqu'au 5e, quand ils ne savaient pas, ils ne disaient rien. C'est la prudence des scientifiques, c'est normal, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Sur l'élévation du niveau de la mer, qu'est-ce qui fait cette élévation ? Il y a l'eau de la mer qui se dilate. Ça, on peut à peu près l'estimer. C'est pas facile à calculer, mais on arrive à l'estimer. Et ensuite, il y a la fonte des glaces, qui sont les glaciers. Alors ça se modélise un petit peu. Et les calottes glaciaires. Et là, ça se modélise tant bien que mal. Et le problème avec les calottes glaciaires, c'est qu'il y a des gros morceaux qui peuvent se détacher sans qu'on ait pu le prévoir et le calculer. Et c'est en fait, quelle est la taille de ces morceaux qui va tomber à l'eau. Et là-dessus, jusqu'ici, ils n'ont pas su le dire. Donc, le dernier rapport, le 5e, on était sur du moins d'1 mètre. Je ne suis pas étonné, on s'attendait de toute façon à ce que le rapport suivant soit beaucoup plus, sur des chiffres beaucoup plus élevés pour l'élévation du niveau de la mer, même dans un scénario de 2 degrés. Et là, le 13 mètres, désolé, je n'ai pas eu le temps de regarder ça, je ne savais pas que c'était à ce point-là. C'est véritablement... C'est la pire des hypothèses, mais c'est une hypothèse qu'il faut envisager. C'est probablement le haut de la fourchette. Oui, c'est le haut de la fourchette. Alors, il y a aussi le pire du pire, il y a les phénomènes d'amplification que vous évoquez. Donc, c'est les pôles, les conséquences sur les pôles, les conséquences aussi sur ce qu'on appelle le permafrost. C'est-à-dire la partie de la Terre, souvent c'est sur le territoire de la Russie, qui est gelé en permanence. Alors ça fonctionne un peu comme un piège, ça a capturé des bactéries, du méthane, etc. Et si ça devait fondre, là aussi, il y a un phénomène d'amplification. Mais rassurez-nous, on en est loin quand même, non ? Ça fond déjà, mais il faut voir les proportions. Oui, donc, c'est sur des dizaines de kilomètres le permafrost. Non, c'est sur des dizaines de centimètres. Des dizaines, pas plus que ça. Voilà, le fait que le permafrost se dégèle, on parle la zone qu'on appelle active, c'est-à-dire qu'elle se dégèle puis elle regèle en hiver. La zone active, elle augmente de quelques dizaines de centimètres. Et ça suffit pour que dans ces territoires-là, dans ce sol, comme vous l'avez dit, il y a des bactéries qui ont été emprisonnées, qui sont gelées. Alors, les bactéries, on peut les congeler. Je pense au coronavirus, au virus, il y a des bactéries, des virus, il y a tout. Enfin... Oui, il peut y avoir des virus, il y a des bactéries. On a vu des cas d'anthrax qui ont été relâchés dans ces circonstances-là. Et donc, ces micro-organismes qui ont tout à fait la possibilité d'être congelés et dégelés sans que ça les tue, eh ben, ils vont se retrouver à nouveau dégelés et être en mesure de se libérer, de se reproduire. Et quand ils vont fonctionner, ils vont libérer du CO2 et du méthane. S'il n'y a pas d'oxygène à disposition, parce que c'est un peu profond, ils vont faire du méthane. Et ce méthane, c'est un gaz à effet de serre qui, par molécule, est 10 fois plus puissant que le CO2. Et du coup, on va avoir une potentielle amplification du mécanisme. Bon, moi, je suis partisan de voir les choses en face. Je crois qu'on le dit là, quand même offrir un peu d'espoir. Il faut donner de l'espoir. Les rapports du GIEC sont très alarmants. Et vous voyez, le piège, ce serait de se dire, bon, c'est fichu, il n'y a rien à faire. Non, alors ça ne marche pas comme raisonnement parce qu'il n'y a pas de c'est fichu. Ça n'est pas un raisonnement, d'ailleurs. C'est pas comme si on était au bord d'une falaise et on tombe, alors soit on est en haut, soit on est en bas. C'est pas ça. C'est une vallée, c'est un continuum. Et il faut savoir de combien on va dévaler la pente. Donc il n'y a pas du tout de notion de c'est foutu. Ça n'existe pas. Il faut être conscient que le changement climatique à venir, une bonne partie est déjà embarquée. Il va falloir s'y adapter. Voilà. Et par responsabilité vis-à-vis des futures générations qui déjà vont devoir gérer ce scénario qui est déjà embarqué, les 20, 30, même 40 prochaines années sont quasiment écrites en termes de climat. Donc déjà, là, ce qu'on apprend dans ce rapport, c'est que d'ici même 2050, même d'ici 2050, on a des effets beaucoup plus graves que ce qu'on imaginait jusqu'ici.
Et en plus, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour la suite, parce que la suite, c'est pas longtemps après. Ce qu'on fait aujourd'hui a un impact sur ce qui se passera dans 30-40 ans. Et la transition, elle démarre tout de suite, c'est dans les années qui viennent que ça se joue. Est-ce qu'il faut s'habituer aux images qu'on va voir ensemble, là, qui sont des images d'apocalypse climatique? Alors, c'est très localisé, évidemment, hein, ce sont des phénomènes extrêmes, des tempêtes en Louisiane, vous avez vu comme moi ces tornades qui tournent sur le sud des États-Unis, des inondations. Alors, il y a la ville de Reims qui est concernée, mais il n'y a pas que la ville de Reims, d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres territoires qui sont concernés. Alors peut-être qu'à Reims, d'ailleurs, c'est lié aussi à un phénomène d'urbanisation. Enfin, l'urbanisation n'est pas allée jusqu'au bout. Il y a aussi une géographie locale. Vous avez des affluents, des petites rues qui se jettent sur une avenue principale. Ça produit toujours à peu près le même phénomène, mais on pourra aller beaucoup plus loin. De la neige au Texas, on n'avait jamais vu ça. Là aussi, on se dit, tiens, réchauffement. Oui, ça alimente ceux qui disent, il n'y a pas de réchauffement, regardez, il tombe de la neige au Texas. C'est bien pour ça qu'on dit plus réchauffement climatique, on dit changement climatique, et même dérèglement climatique. Le climat est dérèglé. Des glaces. Donc souvent, ça fait plus chaud, mais de temps en temps, ça peut faire plus froid, c'est pas exclu. Quand vous dites gérer, j'ai retenu ce que vous dites, il faut apprendre à gérer ce qui est le scénario écrit là des 30 ou 40 prochaines années. Ça veut dire quoi? Végétaliser les villes, réduire la consommation. Alors, il y a deux, il faut séparer l'adaptation et limiter notre impact sur le climat. Donc, pour parler d'adaptation, vous parlez de planter des arbres dans les villes, évidemment que sous un arbre, il peut faire plusieurs degrés de moins que s'il n'était pas là. Et ça, c'est très important. Les centres-villes, il faut vraiment travailler sur l'adaptation, avoir des espèces qui vont pouvoir tenir, qui vont pousser rapidement, parce que ça met donc du temps à pousser un arbre. Et ensuite, il faut arrêter de construire trop près du littoral, là où ce sera submersible, là où ce sera des zones qui sont condamnées. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des agents immobiliers qui vous vendent un pied-à-terre au bord de l'eau, ils ne sont pas au courant de ça, et surtout, ils ne veulent surtout pas le savoir, parce que ça met en danger leur business. Il faut prévenir tout le monde, il faut prévenir les clients qu'il ne faut pas acheter là. C'est très important parce que derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met dans une situation de difficulté. Si on n'anticipe pas, si on ne gère pas, on se retrouve à subir. Et donc, on se retrouve à habiter là où ce sera inondé, on se retrouve à être dans une vallée, comme vous avez décrite, où il y a des inondations par la rivière. Enfin bref, et plus investir dans des zones agricoles qui vont pas être capables de produire à cause des bases de rendement agricoles. Enfin, tout ça, c'est à gérer en termes d'adaptation. Et après, il y a aussi limiter notre impact. Alors, limiter notre impact. La France, précisément, 1% de la population du monde, 1% des émissions de gaz à effet de serre, plutôt bon élève, c'est ça? On peut toujours faire mieux. Donc, non, on peut, voilà. Bien sûr. On n'est pas les plus mauvais. C'est pas l'objet de ma remarque, mais on n'est pas les plus mauvais. On n'est pas les plus mauvais. On a encore beaucoup de travail à faire. Comment on entraîne? Parce que les phénomènes qu'on évoque sont des phénomènes qui ignorent les frontières. Comment on entraîne le monde entier derrière cette ambition? Les Américains doivent bien se rendre compte. Les gens qui vivent en Californie doivent se rendre compte qu'il y a des incendies tous les étés, qu'il fait très chaud, qu'il manque de l'eau. Alors, on n'avait pas vu le reportage qu'on a diffusé en Californie, Jérôme Garraud. Aujourd'hui, on distribue des petits bidons d'eau parce qu'il en manque, tout simplement. Alors vous demandez comment est-ce qu'on entraîne le monde? Oui, c'est ça. En étant les premiers. Oui. Comment vous voulez faire autrement? C'est pas depuis la France qu'on va téléguider les Chinois ou les Américains pour faire la transition avant nous. Donc la seule chose qui est à notre portée, c'est de faire le travail nous-mêmes, de commencer la transition à fond dans notre pays, et puis d'aller commencer à mettre la pression aux autres pays en leur disant, regardez, nous on a fait ceci, on a fait cela, et puis là il se passera quelque chose. C'est jamais en disant j'attends que les autres commencent que les choses vont se faire, parce que si on fait ça, on est sûr que ça ne marchera pas. Mais on peut avoir un leadership, nous, les Français. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que... alors, on ne peut pas être sûr que si on part les premiers, les autres vont nous suivre. Mais on est sûr d'une chose, c'est que si on ne part pas les premiers, il y a encore moins de chances qu'ils nous suivent. Voilà, ça, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Est-ce que la France peut avoir un leadership? Bien sûr, tous les pays un petit peu sur le devant de la scène peuvent avoir un leadership. Et il n'y a pas, sur un sujet comme celui-là, c'est assez facile quand même de convaincre, pour peu qu'on explique les choses, les autres pays qu'il y a quelque chose à faire. Mais je voudrais en venir sur un point très important. Pourquoi ça ne bouge pas aujourd'hui? Juste parce qu'on n'est pas au courant. Là, vous prenez le temps dans cette émission de prendre vraiment le temps d'expliquer. C'est très rare. Mais au-delà de ça, le grand public connaît très vaguement le sujet. Mais attendez, les Français qui vivent en ville savent que les étés sont caniculaires, insupportables. Oui, on a été obligé de s'équiper de climatisation quand on en avait les moyens. Il y a des phénomènes extrêmes de neige, de vent, d'inondation. Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce qui se passe.
Oui, mais combien de personnes sont en mesure de vous expliquer, depuis le début des activités humaines jusqu'aux conséquences chez eux d'une canicule ou d'une inondation, vous expliquer le mécanisme? Très peu de monde. Et ça, il faut l'expliquer. Ça s'explique. Il y a des... Alors, il y a toujours des voies contraires, parce qu'il faut aussi être à charge et à décharge. Sur le mécanisme de base, on a compris le... On a compris. Mais regardez, par exemple, un professeur de physique-chimie qui est assez connu dans le milieu, Richard Drombowski, qui enseigne à l'université d'Aix-la-Chapelle, dit, regardez ce qu'il dit, et ça c'est une mise en cause très, très directe, et je vous demanderai de le commenter après. Des collègues financent des instituts entiers grâce au climat. C'est-à-dire qu'ils disent en substance le climat c'est un business, c'est un commerce. Ils n'ont aucun moyen de faire machine arrière car leur institut serait ruiné. Puis il y a même pire que ça, vous avez un prix Nobel de chimie, un Américain qui s'appelle Karim Ellis qui dit la climatologie est une plaisanterie. Il faut d'abord parler la même langue ou en tout cas lire ensemble la même partition. Alors dans ce qu'il dit, il y a une partie qui est vraie. Il y a des laboratoires aujourd'hui qui sont financés pour travailler sur le climat. Ouais. Ça c'est vrai. Heureusement. Bah oui. Vu l'ampleur de l'enjeu. Heureusement. Ouais. Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est mal de gagner de l'argent? Alors moi, je vis, mon métier, c'est d'aider les entreprises à travailler sur les enjeux climatiques et sensibiliser leurs salariés, par exemple, aux enjeux climatiques. Je gagne ma vie avec ça. Est-ce que c'est mal? Non, moi, j'ai pas de problème à vivre de ça. Donc, je comprends pas l'accusation. Et donc, s'ils devaient faire marche arrière, ça marcherait pas. Oui, à part qu'ils ils sont pas forcément envie de faire marche arrière, puisque les résultats de leur recherche les amènent à conclure que c'est de plus en plus ça va, plus ils concluent que c'est grave. Donc voilà, je crois que là, on a répondu. Doit pas faire peut-être une meilleure pédagogie du changement climatique? J'ai bien noté. Je pense. Pas de réchauffement. Il y a un réchauffement, mais il y a aussi parfois un refroidissement à certains endroits du changement climatique. Est-ce que le discours très anxiogène conduit notamment par les partis écologistes n'est pas contre-productif? Je sais que vous avez été proche de Jean-Marc Jancovici. Tout à fait. Jean-Marc Jancovici, qui est écologiste dans l'âme, défend le maintien du nucléaire en France comme un outil de transition vers des énergies qui seraient plus durables. Or, parler de nucléaire à un écologiste aujourd'hui, français, parler de nucléaire à un écologiste allemand, peut-être qu'il vous dira des choses différentes. Mais non, encore que... ce qui se passe en Allemagne. Parce que les Allemands... Les écologistes n'ont pas remporté d'immenses succès en Allemagne ces derniers jours. Mais en tout cas, vous leur parlez de génie génétique, vous leur parlez de capillarité avec le marché, ils comprennent. En France, on est toujours dans un discours très religieux. Est-ce qu'il ne faut pas infléchir tout ça? Il faut complètement sortir du discours religieux. On n'est pas du tout en train de parler du bien et du mal. Nous sommes tous dans le même bateau. On émet du CO2, il va falloir le changer. Donc commencer à dire que ceux qui émettent du CO2, c'est mal, c'est des méchants, non, désolé. S'ils émettent du CO2, c'est parce qu'aujourd'hui, dans leur situation, c'est comme ça. Et si on commence à être dans cette dialectique du bien et du mal, on ne s'en sort pas. Par contre, il faut s'y mettre. Maintenant, il faut réduire. Donc, c'est très pragmatique. Il va falloir mettre un prix au carbone, il va falloir changer des normes, les comportements vont changer. Il faut surtout expliquer ce phénomène à l'ensemble de la population, et surtout aux politiques et aux décideurs économiques, parce qu'aujourd'hui, ils ont un niveau de connaissance qui n'est pas supérieur à l'homme de la rue. Donc ça, il va falloir y travailler. C'est plutôt inquiétant ce que vous dites. Ça, c'est très inquiétant. Et je l'ai constaté. J'ai rencontré des hommes et des femmes politiques. Leur niveau de connaissance, sauf à ce qu'ils soient spécialisés sur ce sujet, leur niveau de connaissance, il est complètement lambda. Et puisqu'on est dans une émission économique, il y a peut-être une clé qui permettrait de franchir le pas. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la théorie des coûts complets. Dans ce que vous achetez, bien ou service, il y a ce que vous payez. Payez le bien ou le service. Vous ne payez jamais les externalités négatives, sauf pour les fumeurs. Vous savez que sur un paquet de cigarettes qui coûte 10 €, vous avez 8 € de taxes, dont une grande partie va à la sécurité sociale pour financer notamment le traitement des maladies liées au tabagisme. Ça, c'est une application concrète. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers ça, précisément? C'est-à-dire facturer à celui qui consomme un bien qui détruit une partie des biens communs, un bien ou un service, lui facturer le vrai prix, est-ce que ce n'est pas une solution? Complètement. En fait, on est dans un système qui est basé sur le capitalisme, sur lequel on a accepté l'idée qu'on peut faire payer les consommateurs et les acteurs économiques, leur faire payer un problème. Et donc c'est le cas, ça va être le cas avec le CO2. Il faut mettre un prix au carbone. Et si on met un prix au carbone, ça permet quoi? Ça permet que les acteurs économiques vont se comporter comme des acteurs économiques normaux, c'est-à-dire ils sont égoïstes, ils veulent maximiser leurs profits. Mais pour maximiser leurs profits, ils vont investir dans les technologies bas carbone. Et donc, on va avoir une progressivement... On va flécher l'argent vers dans les bonnes destinations. Et ça va permettre que, très rapidement, il y ait une réorientation de l'économie. Pourquoi c'est important de faire ça? On a parlé du temps long. On a parlé des enjeux climatiques qui sont sur des décennies. La transition, elle, c'est pas sur des décennies, c'est dans les années qui viennent.
Donc il faut très rapidement mettre en place ces mécanismes de type prix du carbone ou normes, etc. Parce que ensuite, ça va permettre de réaligner son business model sur des nouvelles conditions. Et là où les entreprises doivent aujourd'hui réfléchir, mais très rapidement, c'est que ce prix du carbone, il n'est pas encore là. Il y en a un avec les marchés, mais il n'est pas suffisant. Les entreprises doivent dès aujourd'hui prendre des options stratégiques qui sont compatibles avec l'hypothèse d'un monde qui reste sous les 2 degrés. Parce que si elles ne font pas ça, qu'est-ce qui se passe? Quand on va amener des nouvelles lois, des nouvelles normes, etc., elles vont dire « Ah non, mais attention, si vous faites ça, moi je mets 10 000 personnes à la porte. » Et en plus, ce sera vrai. Et donc, il faut absolument qu'elles se mettent tout de suite dans l'optique qu'on va rester sous les 2 degrés, qu'elles imaginent tout ce que ça veut dire en termes de normes et de prix du carbone. Et ensuite, elles feront partie de ceux qui poussent pour ces nouvelles législations. Vous voyez? Merci beaucoup. Merci Cédric Rindenbach. Merci à vous. C'était passionnant. Et on se fait un plaisir chaque jour d'essayer d'expliquer l'économie, d'aller au fond des sujets. C'est un sujet qui est passionnant, inquiétant. Ça nous concerne, nous, ça concerne nos enfants et nos petits-enfants. Donc on travaille pour l'avenir.